Je vais passer la parole assez rapidement à Jean-François pour la présentation de la synthèse des travaux de recherche. Donc, comme je le disais, chaque année, les étudiants cherchent une recherche parmi tous les travaux, les thèses, les papiers, les publications. Ils sélectionnent des papiers qui parlent de fidélité, fidélisation clientèle. Donc, ces papiers, ils sont issus de laboratoires du monde entier. Avec des secteurs très très différents. Je crois on peut dire parfois des qualités aussi assez différentes dans les éléments de méthodologie ou de recherche. Et donc, ce sont des travaux qui ont été encadrés par Michael l'an dernier. Et donc, Jean-François va avoir la lourde tâche de nous faire la synthèse des synthèses pour essayer d'extraire les sujets qui parlent aux professionnels. Voilà, Jean-François, je te laisse la parole. Merci Agnès, tu as dit beaucoup de choses, c'est très bien. Je voudrais citer, elle est lourde la tâche, elle est délicate aussi. Je voudrais citer le nom des étudiants qui ont travaillé sur ce rapport: Amélie Adamietz, Héloïse Dumoulin, Pauline Negretard, Lou Hollund et Maxime Côte. Alors cet exercice, je le fais effectivement tous les ans. Je vais vous présenter un certain nombre de textes sélectionnés du livret auquel vous pourrez accéder très très vite. Et je le ferai pour que ce soit digeste en retenant 3 points: les questions de recherche qui ont été retenues par les chercheurs, les résultats qui nous intéressent, qui vous intéressent, et les implications managériales quand elles sont exprimées par les auteurs eux-mêmes. Je passerai sous silence la dimension méthodologique, parce que finalement elle a été filtrée par le comité mobilisé d'évaluateurs pour chacun des articles. Et puis de toute façon, pour ceux qui sont intéressés par cette partie technique, les étudiants en rendent compte dans chacune des synthèses qui font des articles proposés et présentés. Alors, je vais ouvrir cette présentation avec un premier texte que j'ai retenu parce que, pour servir d'introduction, parce qu'il est très général. C'est très souvent, tous les ans, des textes qui sont développés. En fait, il s'interroge sur les raisons les preuves de l'efficacité des programmes de fidélisation et leur contribution à la fois au chiffre d'affaires des sociétés et à la marge. Donc les questions de recherche sont, pour la première, l'impact de l'introduction d'un programme de fidélisation sur les ventes et sur les bénéfices. Il y avait deux préoccupations distinctes. Et ensuite, un travail sur l'évolution des performances de ces programmes au cours de leur existence et singulièrement à court terme après leur lancement. Alors les résultats de cette première recherche, donc ils sont de nature à rassurer à la fois les chercheurs, les clients et les prestataires. Les résultats de cette étude démontrent l'efficacité du programme de fidélité, à la fois sur le registre des ventes et sur le registre de la rentabilité. Et plus précisément, il montre cette efficacité par catégorie de produits. Et puis, évidemment, on trouve également des choses que l'on sait, c'est-à-dire que cet effet s'estompe avec le temps. Mais il indique aussi une chose qui, je crois, est aussi connue des praticiens, à savoir que ce programme est plus efficace pour les catégories de biens de consommation qui ont une forte pénétration, une haute fréquence d'achat et d'acquisition et à rotation rapide. Donc, ils sont plus efficaces pour les produits du quotidien, les produits de consommation courante, très utilisés, très achetés par les consommateurs. Les implications managériales associées, elles sont évidentes, c'est-à-dire que les dirigeants ont d'autant plus intérêt à choisir des programmes de fidélité qu'ils sont concernés par des produits de cette nature-là. Et la deuxième conclusion intéressante, je l'ai énoncée rapidement, à savoir le fait de l'efficacité d'une redistribution des avantages du programme de fidélité par catégorie de produits consommés, plutôt que sur le chiffre d'affaires total du magasin, par exemple, quand c'est un magasin. Alors ensuite, pour faire une présentation à la fois succincte et un peu globale, j'ai retenu 3 articles qui ont en commun de travailler sur les effets de formes technologiques un peu nouvelles sur l'efficacité des programmes. Donc on a les blockchains, ensuite l'efficacité ou la contribution
des applications spécifiques, l'expérience que le consommateur peut avoir sur ces applications. Et le troisième, c'est l'utilité ou la contribution des médias sociaux, notamment dans la création de contenu de marque. Alors, les conclusions pour l'ensemble de ces recherches, de ces trois recherches. Sur la blockchain, la question de recherche était évidente. Est-ce que la blockchain présente un avantage plutôt que les données classiques? Et singulièrement, est-ce que la blockchain est de nature à inspirer confiance? Les auteurs parlent d'un passage de l'ambivalence à la confiance du consommateur qui serait favorisé par la blockchain. Le résultat, c'est oui. C'est un travail qui est réalisé dans un contexte B2B, donc, industriel, interorganisationnel. Donc la blockchain, dans ce cas singulier, est de nature à améliorer la confiance, qui est une bonne chose pour la fidélisation et l'efficacité des programmes de fidélité. Pour le second article qui traite des applications, là les chercheurs ont cherché, enfin ils ont cherché par définition, ce sont des chercheurs, à travailler sur la contribution d'une expérience de l'utilisateur de ces applications sur la satisfaction procurée par l'application, la satisfaction globale à l'endroit de la marque ou du magasin qui est à l'origine de l'application, et au final, l'incidence de cette satisfaction sur la fidélité comportementale. Donc, l'impact est démontré, c'est la partie résultat, par les chercheurs. Alors, l'expérience, comme c'est une notion construite, comme on dit, qui a des dimensions qui ont été isolées par les chercheurs, il y a 5 dimensions de l'expérience. Les dimensions qui sont les plus efficaces dans ce lien de répercussion entre leur existence, la satisfaction que l'utilisateur y trouve et sa fidélité au bout de la chaîne, les chercheurs montrent que ce sont surtout les dimensions affectives et les dimensions sensorielles, quand elles sont véhiculées par ces applications, qui ont le plus d'impact sur la fidélité au final. Il y a une troisième dimension, il y en a 5, mais il y a une troisième qui est importante, qui est la dimension relationnelle. Celle-ci, c'est une contribution intéressante de l'article, n'est pas mise au jour par le travail, parce qu'elle reste apparemment le fait de la fréquentation des réseaux sociaux. Donc l'application, 2 contributions principales sont sur la dimension affective et sensorielle de l'expérience. Bon, les implications managériales qui sont associées sont aussi assez évidentes, donc les chercheurs recommandent évidemment aux concepteurs de ces applications de travailler ces 2 dimensions. Et sur le plan de la dimension sensorielle, de travailler en particulier sur l'esthétique de l'application, sa structure, les couleurs, la lisibilité, et l'atmosphère qui s'en dégage, par le biais d'éléments qui sont sensoriels, comme le son et les mouvements, par exemple. Le troisième article, lui, traite du contenu de marque tel qu'il est développé par les médias sociaux. Il est intéressant cet article parce qu'il vient compléter singulièrement les résultats du second, puisque la recherche qui est retenue comme pilote du travail empirique des chercheurs, c'est de connaître là encore les dimensions d'expérience client dans les réseaux sociaux qui est la plus active pour la production de fidélité. Et on trouve au fond le complément de ce second article, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, leur contribution principale, elle porte sur la dimension relationnelle. Donc la relation est vraiment portée par les médias sociaux. Les applications portent plutôt la dimension expérientielle et sensorielle comme contribution positive à la fidélité recherchée et observée dans le meilleur des cas à la fin du processus. Ensuite, un deuxième groupe qui est intéressant aussi dans ce livret parce qu'il s'applique à la fidélité dans un secteur très particulier qui est le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, dans 3 articles, un sur la contribution donc, de ces programmes de fidélité au chiffre d'affaires et à la rentabilité donc, en matière hôtelière. Et les 2 autres articles traitent de cette même contribution dans le même secteur, mais en travaillant sur des programmes de fidélité à plusieurs niveaux. Alors pourquoi c'est intéressant dans l'hôtellerie et le tourisme? Parce que la fidélité pour les hôtels, a priori, est une problématique assez spécifique, parce que l'hôtel, on y va pour quelle raison? On peut y aller pour des raisons professionnelles, et parfois on choisit ni le lieu, ni l'hôtel lui-même.
ou bien on y va pour des raisons touristiques. Et si le tourisme a une composante de variété des pays ou des villes qu'on visite, on imagine assez mal que précisément la fidélité puisse être efficace, puisqu'elle contrarie ce besoin de mobilité et de variété. Donc, pour aller aussi assez rapidement sur ce premier travail, donc sur la première contribution des chercheurs, là, donc Uncovering the Relationship Between Revenue Management et Hotel Loyalty Programme, c'est effectivement une contribution, là encore, une validation des hypothèses, puisqu'on trouve qu'il y a un lien d'efficacité entre les programmes de fidélité mis en place et la fidélité effective. Une particularité intéressante de ce premier article, c'est de dissocier, on y reviendra peut-être si on a le temps ou s'il y a des questions, de distinguer à la fois la fidélité comportementale, la fidélité transactionnelle et la fidélité attitudinale. Vous savez que pour être rapide sur le sujet, mais les premières mesures de fidélité ont été des mesures de fidélité comportementale, c'est-à-dire qu'on a compté des répétitions d'achat favorables. Et ensuite, pour éviter de confondre cette répétition de comportement avec de l'inertie simple, c'est-à-dire qu'on reconduit le geste, mais il n'y a pas la motivation à la reconduction du geste, c'est juste une commodité. On a fait intervenir dans les mesures de fidélité, évidemment, une composante qui est une composante de motivation, et donc une composante affective, d'attachement à la marque. Et là, donc, l'intérêt de ce premier article est de travailler sur les deux, de montrer que la fidélité transactionnelle, donc l'augmentation du rapport qualité-prix qui est permise par un programme de fidélité, soit au numérateur en donnant des services ou des priorités aux clients fidèles, soit au dénominateur en réduisant les coûts. C'est une raison majeure de la participation au programme de fidélité dans ce secteur. Du point de vue des hôteliers, c'est plutôt la récupération des données et la construction d'un lien émotionnel derrière cette motivation transactionnelle qui est recherchée. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'entrer, que le client entre dans le programme par les avantages matériels et de contribuer à établir, à construire un lien émotionnel qui est la clé de la véritable fidélité, entre guillemets, telle qu'on la recherche, et de le faire notamment grâce à la contribution et la qualité du personnel en contact. Alors ça aussi, donc ça fait 15 ans, Agnès a rappelé qu'on fait cette restitution. Très souvent, dans les recherches, on trouve effectivement qu'une dimension vraiment essentielle de la fidélité constatée du client, quand il y a personnel en contact, c'est lui. Et c'est sa gentillesse, son professionnalisme. Donc il se joue beaucoup de la fidélité, évidemment, par ce personnel en contact. Alors, 2 autres articles rapidement traitent, alors je vais les développer par la suite, effectivement, de la contribution des programmes à plusieurs niveaux. Pourquoi? Et notamment des opérations de communication, parce que quand il y a plusieurs niveaux de fidélité, par conséquent les avantages associés dépendent du niveau auquel les clients fidèles se situent, très souvent les acteurs de ces programmes communiquent de l'information rétrospective aux personnes qui sont dans le programme de fidélité. Et là, notamment les auteurs en matière touristique citent les hôtels Marriott, qui communique beaucoup sur les points qui ont été acquis, et Hilton qui communique plutôt sur le trajet ou les comportements qu'il y a lieu d'avoir pour les consommateurs pour avoir accès à une catégorie supérieure. Et donc ce qui est montré dans ces articles, pour l'essentiel, c'est qu'une communication rétrospective qui donne de l'information sur la nature des points acquis est plutôt intéressante pour les niveaux inférieurs. Les premières catégories de niveau de fidélité, et une information prospective sur ce qui est à réaliser pour progresser encore est plutôt efficace auprès des membres des catégories qui sont dans la plus élevée en termes d'avantages. D'ailleurs, au passage, puisqu'il y a encore 2 textes, donc ça fait 4 textes au total qui traitent de ces programmes de fidélité à plusieurs niveaux. Ce qui est démontré aussi par ces articles, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a lieu de différencier, de tenir compte de cette segmentation factuelle des clients appartenant à différents niveaux du programme de fidélité, d'en tenir compte et de différencier les communications. Avec une communication, je le redis, plutôt rétrospective pour les catégories d'entrée et plutôt prévisionnelle pour les catégories
la dernière catégorie. Et au passage, d'ailleurs, les chercheurs trouvent une efficacité supérieure au programme en 3 niveaux de fidélité par rapport au programme en 2 niveaux de fidélité. Voilà pour les blocs. Ensuite, et certainement pour le temps qui reste, je voudrais évoquer dans ce livret que vous retrouverez les articles qui ont attiré mon attention parce qu'ils sont, je les ai trouvés originaux dans la problématique. Un premier article qui traite des programmes de coalition. Donc la question de recherche, c'était est-ce que ces programmes croisés de fidélité, donc entre plusieurs acteurs éventuellement concurrents ou pas, sont efficaces ou non. Et ensuite, comment les magasins, c'est le deuxième point en noir sur le fond blanc, comment les magasins se font-ils concurrence ou au contraire se complètent-ils par le biais des récompenses croisées? Alors les résultats, là, c'est que ils sont intéressants dans ces programmes de fidélité de coalition. Les récompenses des magasins qui ont des niveaux relativement élevés alors, traduction un peu mot à mot, de proximité, de popularité, c'est-à-dire de positionnement qualitatif, ont tendance à avoir une influence négative sur les ventes des autres partenaires. Donc il y a une asymétrie de bénéfices. Ceux qui ont une bonne image de qualité sont les mieux servis par ces programmes croisés. Et inversement, les magasins les plus populaires ont tendance à être influencés positivement par les récompenses ponctuelles qui sont proposées par des magasins qui ont moins ce positionnement qualitatif. Et troisième élément qui n'est pas inintéressant, c'est que les zones de proximité, les proximités géographiques n'ont pas d'incidence réelle sur ce croisement des bénéfices dans les programmes de fidélisation coalisés. Les applications managériales, bon, elles sont évidentes, je passe, hein, donc il faut faire un bilan avant de démarrer un programme de coalition, sans doute, il faut faire le diagnostic de là où on se situe, et peut-être tirer profit de ces résultats d'études pour savoir si, dans cette asymétrie des contributions, on est du bon côté ou pas. Un autre article que j'ai trouvé original et intéressant, c'est sur les programmes de fidélité qui sont temporaires. Donc la question, c'était est-ce que ces programmes de fidélité temporaire concernent donc les clients, comme c'est indiqué ici, souvent moins de 6 mois, est-ce qu'ils sont efficaces et dans quel contexte et comment ils se situent par rapport au programme de fidélité continu ou permanent. Alors, les résultats, bon, premier résultat évident, les vendeurs de détail sont plus susceptibles de mettre en place un programme de fidélité temporaire lorsque d'autres, c'est la pression concurrentielle, hein, lorsque d'autres l'ont fait. La conclusion qui me paraît intéressante aussi, c'est que les programmes apparemment de moins de 13 semaines, en tout cas c'est les résultats de l'étude empirique de ces chercheurs sont trop courts, sont jugés trop courts, donc manque d'efficacité. Ensuite, qu'il y a une contradiction dans l'efficacité entre les programmes de fidélité permanents qui semblent avoir un effet négatif sur les programmes de fidélité temporaire. Bon, les applications managériales, encore une fois, elles sont strictement associées à ces résultats, donc il n'y a pas de surprise. Ensuite, un article sur le cashback. Hein, vous savez, je connaissais, mais ce cashback, c'est le système de remboursement donc d'une partie de l'achat sous forme de points. Donc la même question, est-ce qu'il y a un lien avéré et que l'on peut prouver entre un système de cashback et la fidélité à l'enseigne? La réponse est oui. Le consommateur est notamment, avec le système de cashback, il a une incidence à la fois sur le panier moyen, mais surtout sur la fréquence des achats. Et donc, dernier résultat, les stratégies de génération de cashback sont de nature à créer un comportement de fidélité, un comportement dit loyal. Ça, c'est un article qui est intéressant parce que très souvent, on différencie en tout cas la fidélité au programme de fidélisation et la fidélité à l'enseigne. C'est-à-dire qu'on serait attaché par le programme parce que c'est un avantage de nature matérielle, donc il entre dans une logique transactionnelle, alors que la fidélité que l'on recherche serait à la fois ça, bien sûr, mais aussi de l'attachement. Et cet article-là est intéressant parce qu'après avoir recherché la manière dont on peut associer les deux, à la fois fidélité transactionnelle et relationnelle, l'article montre qu'il y a un passage des émotions agréables qui sont suggérées par le programme de fidélité, notamment quand, je passe au résultat, notamment quand notamment quand on améliore
des prestations de découverte, de divertissement. On crée un sentiment agréable, une forme de reconnaissance qui se traduit, donc qui est initialement assuré par le programme de fidélité transactionnelle et qui finit par rejaillir sur une fidélité réellement attitudinale, donc celle que, encore une fois, on cherche. Celle qui, précisément, et c'est le dernier article, sur la fidélité au programme. Pardon, excusez-moi, c'est ce que j'ai viens de développer. Et le dernier article que je souhaitais développer ou présenter, c'est la manière dont on... Alors ça, c'est un article qui sort vraiment du lot des articles, c'est est-ce que la capacité que l'on a d'être fidèle dépend du mode de recrutement pour une entreprise. Il y a dans le recrutement donc, des clients au programme de fidélité soit un effet de la communication, soit un effet du parrainage. C'est les questions de recherche qui sont posées. C'est ce qu'il y a finalement une différence dans l'intensité ou dans la durabilité de la fidélité selon que l'on est recruté, entre guillemets, dans le programme par la communication ou par le parrainage. Et là, c'est intéressant parce que si, au final, on définit la fidélité par, en matière commerciale, hein, par une résistance à la tentation et à la déception, à la déconvenue, quand il y a, parce que ce travail se fait sur des défaillances, la fidélité comportementale semble être la plus résistante lorsque les clients ont été recrutés par un système de parrainage par rapport à un système de communication. Donc il faudrait certainement investiguer davantage pour avoir des variables réellement explicites causales, mais c'est le constat que font les chercheurs. Donc il y a ab initio, quasiment, en fonction de la nature du recrutement, une différence sur l'efficacité des programmes de fidélité quand on les mesure par la réaction à la défaillance des prestations. Voilà, c'est terminé avec cette présentation, mais tout ça, vous le retrouverez bien évidemment dans le livret qui vous sera accessible, comme l'a indiqué Agnès, sur le site. Merci beaucoup Jean-François. Donc effectivement, le livret, donc avec la synthèse de chacun de ces articles se trouvera sur le site en ligne assez rapidement. Vous recevrez le lien.